Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui, la publicité serait-elle diabolisée à raison? Qu'entend-on par éthique publicitaire? Est-il du devoir du publicitaire que de tirer la société vers le haut? Lui doit-on rappeler que la fin ne justifie pas toujours les moyens? Qu'il existe un coût social corrélé à sa façon de faire? Qu'une grande visibilité implique plus de devoirs? Comment le Maroc gère-t-il ce volet qui s'impose à la vue? En attendant de donner la parole à mon invité Majda Charkhani, jeune Marocaine de 25 ans, doctorante en marketing, chercheuse, je vous fais part de mon édito. Nous sommes cernés de partout, certains pour noircir le trait de ce qui nous prend de près ou de court ou à la gorge. Ne vous gênez pas, lecteur, de mettre la main au verbe plutôt qu'à la patte pour multiplier de ces expressions à l'emporte-pièce. Car il m'importe ici que de m'enquérir et de votre volubilité et de votre aptitude, non pas d'exagérer la donne, mais de rendre au plus près, moyennant cette besace lexicale mise à votre disposition, de combien la publicité vous sert ou vous exaspère. Je ne veux pas, lecteur, m'improviser en dicteur de dogmes qui indiquerait une marche à suivre, biaiser votre jugement. Mais la publicité n'est pas une oie blanche. Du moins, ceux qui en font profession sont loin de répandre à cette allégorie. Je peux oser dire, en ayant la conviction de ne pas beaucoup me tromper, bien que la conviction soit plus dangereuse que le doute, mais je peux avancer, à mes risques et périls, que la publicité est apparentée à quelques réserves près, dans nombre de têtes, des mieux faites à celles bâclées, à une supercherie, que la publicité couvre dans ses entrailles cette volonté sournoise de vous extorquer de l'argent. Une publicité dont le coût est par-dessus le marché, comme qui dirait par sadisme, est rapportée sur ce produit emmitouflé de mille artifices, que l'on vous fourgue, et passez-moi l'expression, aux grandes dames de vos précautions. Car combien de fois vous êtes-vous laissé berner, embobiné par les fioritures et les scénarios romancés d'un produit que vous avez vite fait de mettre sur un piédestal, par le concours des moyens trompe-l'œil et publicitaires, avant que de voir déchoir après acquisition cet objet idéalisé que vous êtes prêt, après coup, et quel coup, à écrabouiller du pied. Je suis peut-être cynique pour m'opposer à la bien-pensance, masochiste pour m'attirer la foudre des publicitaires, sadique pour vous rappeler à vos malheurs, mais je jubile à l'idée de poser méchamment un problème. Car si la publicité fut une vierge immaculée, nous n'aurions éprouvé nul besoin de réglementer un monde prédateur où l'on s'ingénie à affûter ses incisives, taillées sur le besoin d'une proie. J'aurais pu parler braconnage et épargner ce pauvre monde bouc émissaire de surplus animal, mais passons. Encore me semble-t-il que le mot besoin ici soit un euphémisme, un délitement de ma verve, car ô combien de fois vous bricole-t-on un besoin de toutes pièces, les vôtres bien sûr, un besoin chimérique, déjà soldé par les soins de votre cœur amolli, payés en 2 ou en 1000, à votre guise. Car si vous y pensez bien, la publicité vous vend tout sauf le nécessaire, car le nécessaire est de peu de choses, le nécessaire est accessoire. Les publicitaires donc sont loin d'être des enfants de cœur, puis c'est une chose quasi établie, chose aucune, tant soit belle, qui n'ait quelques vices en elle. C'est du vieux français certes, mais toute proportion gardée, et comme le français, le vice en tapinois se régénère, mute, s'adapte pour vivre. Puis rappelez-vous que la plus belle ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Majda Charkhani, bonjour. Bonjour Hicham. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Pour faire court, je vais vous laisser un temps pour vous présenter et pour nous dire un mot sur l'édito. Alors avant de me présenter, je tiens à te remercier pour cet édito super intéressant, plein de sens, qui nous fait une belle introduction à notre sujet d'aujourd'hui qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, je me présente, Majda Charkhani, âgée de 25 ans. Je suis doctorante chercheuse en marketing. Je travaille sur l'éthique dans le cadre du contenu engageant des médias et des marques au Maroc. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment le consommateur perçoit-il l'éthique dans les médias et aussi comprendre comment les médias intègrent cette notion de l'éthique dans leur stratégie médiatique. Mais moi, quand je parle des médias, juste pour qu'on puisse cerner un peu le contexte du sujet, c'est vraiment toute la sphère médiatique. Et j'en cite les médias, les marques, les agences,
Donc c'est toute une chaîne de valeurs que je suis censée étudier pour pouvoir au final sortir avec on va dire avec de bons résultats, justement pour comprendre réellement comment ça on va dire comment cette notion de l'éthique se positionne au centre des stratégies ou là au cœur des stratégies éditoriales, notamment des médias et des marques et des agences qui normalement doivent travailler en pleine synergie justement pour apporter une certaine valeur ajoutée à ce consommateur bien éventuellement qui attend quelque chose de l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, merci pour cette vue panoramique. Je vais revenir, parce que je vous avais demandé également de dire un mot sur l'édito. Alors, peut-être que j'ai taquiné la plume un peu plus qu'il ne le faut. Ah oui. J'ai penché pour le côté littéraire, mais cela ne doit pas beaucoup vous, Absolument je dirais pas choquer, parce que je rappelle entre-temps, et je le sais parce que vous l'avez dit, vous avez déjà remporté un concours d'éloquence, donc le français, ça vous parle. Et peut-être que j'ai pensé à vous faire plaisir dans ce marketing. Je ne sais pas si on peut appeler ça la science B. Peut-être c'est pas une science A, c'est pas une science authentique, mais c'est une science plutôt peut-être appuyée par des chiffres et autres, mais qui couvre beaucoup de subjectivité. Tout à fait. Alors, peut-être que ça va venir dans les questions que j'ai préparées pour vous et que vous allez nous dire, entre-temps, chemin faisant, si on peut dire, ce que vous pensez de l'édito. Mais j'avoue que j'ai forcé un peu les traits, que mon verbe était un peu acerbe, acéré, et que peut-être que j'ai trop tapé, passez-moi l'expression, sur les publicitaires. Et comme j'ai mal répété, j'aime bien méchamment, j'aime le fait de poser un problème méchamment pour essayer de réveiller d'abord l'auditeur qui est en face, l'auditeur, c'est pas vous, mais c'est les autres, les auditeurs, auditrices, mais également mon invité, pour qu'on puisse avoir un débat, non pas électrique, mais un débat, si vous voulez, chimique quelque part. Alors, d'abord, je vais vous poser une question très simple. Pour ce qui est du marketing, quand moi, peut-être que je suis l'avocat, je ne sais pas qui c'est d'entre nous qui va mettre sa robe et qui va jouer à l'avocat du diable, mais vous allez me dire, parce que moi j'aime bien le fait d'avoir un rival pour le temps de débat, pour faire à ce que le débat soit intéressant. Mais est-ce que vraiment la publicité est un monde perçu comme étant une supercherie? Est-ce qu'il rayonne comme étant ce moyen trompe-l'œil, tape à l'œil, qui avance, comme je l'ai dit, en tapinois, sournois, pour tromper l'autre? Très bien. Ou si c'est un préjugé, nous serons bien aise de casser ce préjugé ensemble. Très bien. Alors, cette première question m'incite à parler dans un premier lieu d'un point super important. C'est ce qu'on appelle l'éthique publicitaire. Mais avant de parler de l'éthique publicitaire, j'aimerais bien qu'on parle de cette notion de l'éthique. Alors déjà, je vais commencer par une définition très simple, justement, pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre de quoi on parle. Il y avait toujours des confusions entre l'éthique, la morale, la loi, la déontologie. Mais là, la notion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'éthique. L'éthique, tout simplement, étymologiquement parlant, l'éthique et la morale, ça veut dire la même chose. L'éthique, ça vient du mot ethos. Morale, ça vient du mot moros, et les deux signifient mœurs. La morale, elle est plus, elle a plus une connotation religieuse. L'éthique, elle a une connotation plus scientifique, si on veut dire. Donc, quand on parle de l'éthique, on parle de l'ensemble des règles qui nous permettent de déterminer, on va dire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On va dire, c'est un exercice. C'est une réflexion argumentée afin de pouvoir cerner comment on peut bien agir selon des règles préétablies. Alors, il y a plusieurs théoriciens qui ont affirmé que l'éthique et le marketing, c'est deux notions qui ne collent pas. On ne peut pas coller l'éthique au marketing. Alors, dans ce sens, il faut absolument qu'on distingue entre ces deux notions qui demeurent inhérentes à notre sujet d'aujourd'hui. C'est l'éthique marketing et le marketing éthique. En fait, l'éthique marketing, c'est quoi? Tout simplement,
c'est quand on veut redonner au marketing cette notion ou cette notion de noblesse. Une marque peut manipuler le consommateur, on peut faire de la publicité, on peut vraiment attirer l'attention, mais tout en soyant éthique, responsable et en fait tout en respectant tout un code déontologique. Là, on va parler des codes déontologiques, on va parler de beaucoup de choses. Mais quand on parle de l'éthique, c'est vraiment l'idée de rassembler ces deux notions de légitimité et d'efficacité. On peut être efficace, mais tout en soyant éthique envers le consommateur. Aujourd'hui, on assiste à un consommateur plus averti, plus informé. Tout simplement, un consommateur il peut facilement choisir le média qui l'intéresse. Le consommateur d'aujourd'hui, il a développé toute une grille d'évaluation. Normalement, c'est ce que les médias en fait, doivent aller chercher justement pour améliorer l'offre médiatique, parce que franchement, il faut absolument qu'on mette l'accent sur ça, parce que si on veut être efficace, si on veut être performant, il faut absolument à ce que l'offre réponde à la demande. Mais c'est ça la question principale. Est-ce que vraiment le consommateur il est impliqué dans la définition des grilles de programme ? Je pense qu'on a la réponse. Hein. Donc là vous m'avez fourni une vision un peu panoramique de la chose. Ça va me laisser le choix entre plusieurs choses sur lesquelles je peux rebondir pour rendre ce débat de plus en plus intéressant. Là, je suis bien aise parce que vous faites quelque part que me confirmer, me conforter dans l'idée du départ que j'ai. Et je suis bien heureux de ne pas beaucoup me tromper, comme je l'ai signalé. J'ai dit que... Tant mieux. Et vous l'avez dit en mieux, puisque vous avez opposé les deux choses. Quoique moi, j'ai procédé un peu par euphémisme, j'ai procédé peut-être par le même biais qu'utilise le marketing, c'est-à-dire en tapinois, en catimini, mais vous avez clairement dit qu'il y a le marketing d'un côté, puis l'éthique d'un autre. Et puis, même, vous êtes appuyé de recherche, et puis de gens peut-être notoires qui ont la crédibilité dans le milieu, vous avez dit qu'il y avait une difficulté à marier les deux. C'est pour ça que... Mais j'ai vu avec suspicion peut-être la manière avec laquelle ils ont procédé, quoi. Une manière peut-être plutôt verbale, trempée par le mot, c'est-à-dire éthique publicitaire ou publicité éthique, c'est-à-dire en inversant la chose, on a peut-être une définition différente. Alors, c'est bien que vous ayez fait cette séparation, comme ça on pose la base du débat. Alors, là, il y a un problème qui est identifié, hein, si tant est qu'on puisse procéder comme les scientifiques et comme la façon, je ne dirais pas, peut-être pédagogique que vous avez. Là, on voit bien que vous êtes en train de préparer vos doctorats et puis peut-être que je vois en vous une future professeure. Pourquoi ? Parce que vous avez ce talent un peu d'expliciter ces choses. Et ben, heureux de l'apprendre. Alors, on a vu qu'il y avait une confusion. On a vu qu'à un certain moment, et là c'est une question que je vous pose et que je vous demande peut-être de me rectifier, c'est que l'homme par essence, puisque vous avez fait plus compliqué que moi. Moi je pensais que quand j'ai versé dans le côté littéraire, que je vais ennuyer mes lecteurs, mais vous, quand vous êtes venu, vous avez adopté une approche plutôt philosophique. Je pense que vous me connaissiez, que c'était pour me faire plaisir, merci. Alors, vous êtes parti sur le côté étymologiste, ça c'est parfait. Mais moi, je vais pousser un peu plus la chose, je vais enfoncer un peu plus le bouchon pour vous dire, est-ce que l'homme, c'est bien que le fait qu'on est d'accord qu'il y a un moyen qui est trompeur, qui n'est pas objectif, qui est peut-être sournois, qui passe par quatre chemins pour... Mais est-ce que l'homme, au fond, mais j'espère que ça va être la dernière question philosophique que je vais vous poser pour qu'on puisse avancer sur le débat. Est-ce que l'homme, parce que je vais inverser la chose, est-ce que l'homme ne cherche pas à être trompé ? Est-ce que l'homme, parce qu'on dit souvent que si la vérité intéressait les hommes, ils éteindraient leur télé, parce que vous avez fait allusion aux médias, je sais où est-ce que vous partez, et puis ils ouvraient leurs fenêtres. Est-ce que l'homme, finalement, n'aime pas à être trompé, c'est-à-dire, moi j'ai parlé d'artifice, j'ai parlé de choses à côté, j'ai dit que le produit ou bien que le service, hein, parce que quand je dis produit, je dis aussi service. Oui, j'attendais à ce que vous me le reprochiez aussi. Mais est-ce que l'homme, par exemple, si on présentait le produit nu, voilà ce à quoi ça sert d'une manière très froide, peut-être très scientifique, peut-être que ça n'intéresserait personne. Est-ce qu'on vend
C'est pas le produit ou le service en soi, mais on vend tout ce qui est à côté, on vend tout un artifice. Mais est-ce que l'homme finalement n'aime pas être trompé? C'est-à-dire que comme on dit, il y a on gouverne mieux les gens par leur vice que par leur vertu. Peut-être que le vice de l'homme, l'objectivité ne l'intéresse pas et qu'il cherche à ce qu'on le trompe quelque part. C'est pour cette raison que le marketing, la publicité en font peut-être beaucoup. Je ne sais pas si vous partagez ce point. Écoutez, à travers mon expérience modeste, parce que j'ai travaillé quand même dans les médias, et aussi vu mon statut de chercheuse en marketing, je ne suis pas d'accord. Et l'homme ne veut pas être trompé. Ce n'est pas une ambition qu'on peut justifier ou qu'on peut vraiment affirmer là tout de suite, parce que je ne pense pas que c'est vrai. Aujourd'hui, l'homme, il a accès à l'information très facilement. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on assiste aujourd'hui à des consommateurs très, très avertis. Ça, c'est de un. Parce que j'aimerais quand même rester un peu dans le contexte éthique, médiatique. En fait, parlant du consommateur, on a dit que le consommateur aujourd'hui, il est apte à développer des critères pour choisir le média ou les médias en fait qui l'intéressent, mais en même temps, il faut qu'on rajoute à cet aspect-là que, comme on a dit, le consommateur, il a facilement accès à l'information, aux données. La question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas manipuler le consommateur? On ne parle pas d'une... En fait, certes, vous m'avez posé une question très, très philosophique, parce que là, je vais quand même... Décoller. Ah, vraiment en fait, on va dire le niveau, les évolutions qu'on a connues ces derniers temps, c'est des évolutions que le secteur médiatique a connues, notamment par rapport au contenu, par rapport au format. Là, on assiste à un nouveau format de médias avec Taïcham. Et d'ailleurs, ces nouveaux formats exigent de nouvelles règles qui doivent être instaurées, parce qu'on ne s'adresse plus aux consommateurs d'avant. Ce n'est plus le consommateur d'avant. Le consommateur d'avant était plus, on va dire, il n'avait pas beaucoup de choix. Donc il était quand même obligé à faire le choix X parce qu'il n'a que le choix X. Mais là aujourd'hui, parlant des médias, on assiste à une panoplie de médias que le consommateur, moi je peux l'affirmer à travers des études, à travers des recherches, le consommateur d'aujourd'hui, il est capable, il a développé une certaine capacité à juger un média comme éthique ou pas éthique. D'ailleurs, on va revenir sur ce point. D'ailleurs, c'est prouvé à travers des études empiriques qui ont été réalisées, notamment des études qualitatives et quantitatives. Mmh. Et d'ailleurs, le consommateur aujourd'hui, il est très très bien averti. Et normalement, c'est le point qui doit tarauder les esprits des médias. En fait, c'est ça la question principale. Si on arrive à comprendre que le consommateur aujourd'hui, il a développé un certain pouvoir, vraiment un certain pouvoir, hein, et qu'on ne peut pas nier, il faut absolument à ce que les médias s'y adaptent. Et quand je parle d'adaptation, il faut à ce que les stratégies éditoriales, le contenu qu'on propose, il faut absolument à ce qu'il soit adapté à ce que le consommateur, ou plutôt à ces évolutions très, très fréquentes qu'on arrive qu'on voit très, très souvent à ce niveau. Du coup, les médias d'aujourd'hui, en fait, il faut absolument le comprendre parce que d'après même des observations que j'ai pu faire quand même, les médias, en fait, pas tous, en fait. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à un stade où on cherche à comprendre le comportement de ce consommateur-là. Comment il choisit le média? Comment il évalue un média? Et comment il suit déjà En fait, c'est tout un travail d'analyse. Mais malheureusement, le consommateur, il n'est pas impliqué. On définit une grille de programme, un média TV par exemple, on définit une grille de programme, mais sans demander au consommateur qu'est-ce que tu veux regarder, qu'est-ce qui t'intéresse.
D'accord. Et là, on va revenir à cette question qui... D'accord, parfait. Alors, je vous remercie parce que vous avez fait l'émission. Jusqu'à présent, je pense que vous avez délimité, vous avez cerné des points importants sur lesquels j'avais même pas besoin de préparer mes questions à l'avance, puisque si je savais que vous étiez ainsi, il suffit de vous laisser parler pour qu'on prenne de vous des points qui sont dignes d'être relevés et puis discuter. Mais c'est parfait, c'est ça ce que j'aime, c'est toujours les à côté. Hein, et c'est toujours selon le... C'est pour ça qu'on vous demande, quand on me demande combien de temps ça va vous prendre l'émission, je ne sais pas, parce que ça dépend toujours de l'autre. Ça peut nous prendre toute une journée. Parfait. Alors, le sujet, il est très vaste. Je le sens, et c'est de bonne augure, c'est très bien ça. Alors, j'ai soulevé quelques points. Alors, je suis d'abord heureux d'avoir soulevé un désaccord entre vous et moi. Mais c'est un désaccord plutôt, disons, verbal. Puisque moi, quand j'ai utilisé le mot tromper, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord et que quand j'ai dit que l'homme, est-ce que l'homme par essence ou bien, est-ce que par essence ou bien par exigence collective, on ne sait pas, par l'environnement où il a interagi, où il a acquis l'élémentaire et le rudimentaire pour composer avec l'autre, avec la société. Quand je dis tromper, vous avez utilisé le mot manipuler. Bien sûr, peut-être, excusez-moi, je vais apporter une petite rectification. Tromper, ce n'est pas dans le sens où on aura un consommateur qui s'écrira « escroquez-moi, prenez mon argent ». Non, manipuler peut-être est un euphémisme, c'est un mot plus léger que vous avez tempéré peut-être avec votre esprit marketeur et publicitaire. Exactement. Puisque prendre les gens de billets, c'est mieux que de les prendre de face. Ça, c'est le premier point. Et vous avez cité quelque chose de très important pour ce qui est du cheminement, c'est-à-dire le chemin qu'a pris le marketing. C'est-à-dire le marketing avant, c'est pas le marketing d'aujourd'hui. Pourquoi ? Et je voudrais encore que vous notiez, mais je sais, je peux compter sur votre mémoire, hein, parce que les gens ils font toujours la confusion entre le marketing et la publicité. Et c'est pas la même chose. Oui. Et la connotation négative qui s'ensuit. Ça, j'espère qu'on va y revenir. Vous avez noté un point d'histoire, c'est-à-dire qu'au début, vous avez dit que le consommateur au début n'était pas très exigeant, vu d'abord de un, qu'il n'y avait pas assez de marchandises qui circulent ou de services, hein, je parle des deux, donc il n'avait pas beaucoup de choix et c'est le mot, c'est l'expression qui est revenue dans votre bouche. Ça veut dire que le marketing au début était un marketing qui visait la quantité, c'est-à-dire on disait que du moment que le produit est là à grande quantité qui peut combler tous les besoins des ménages, on n'a pas besoin de faire mieux. Et maintenant, vous avez dit que le consommateur, il est averti, il est informé, et de par la compétition aussi, ça se fait des deux côtés. En même temps, le consommateur, il est averti, il est informé, donc il est apte à faire un choix qui soit plus scrupuleux, plus pointilleux. Et de l'autre côté, on a la compétition, on a des industries qui essaient de s'arracher la meilleure technologie pour faire mieux, pour l'économie de l'échelle, pour la différenciation sur le point de vue technique ou autre. Donc là, c'est un point intéressant aussi. Vous avez parlé aussi des médias, c'est-à-dire des médias ou médiums. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, mais nous aussi, hein, qui sont utilisés, qui ne sont plus les mêmes et auxquels on doit s'adapter puisqu'on ne vit pas dans la même époque. Et vous avez vos chiffres, j'espère que j'en ai retenu quelques-uns aussi, je ne les ai pas sur moi, mais là, il y a un point que je voudrais soulever parce que même si le monde va vite, le monde aujourd'hui va plus vite qu'avant, comparativement aux mêmes périodes qu'on a connues avant, c'est que c'est vrai que par exemple la télévision, je vais prendre un exemple très simple. Télévision et digital aujourd'hui au Maroc. Le média, je ne sais pas si vous avez les chiffres pour le confirmer, mais je pense être sûr de mon coup. Mais je pense que c'est la télévision aujourd'hui qui a la plus grosse part de pub. Tout à fait. Alors qu'on est dans un monde digital, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un problème. On sait que c'est là où ça se passe le mieux. Peut-être que le digital, là aujourd'hui, vous me direz qu'il ne jouit pas de la notoriété qu'il faut. Oui. Peut-être que les gens n'y sont pas encore réceptifs, qu'ils ne sont pas encore acceptés comme étant une chose de valeur. La preuve, quand on passe à la télé, c'est pas la même chose. Bon, je fais simple, hein, quand on passe à la télé, c'est pas quand on fait une chaîne YouTube ou autre, c'est une question de crédibilité, de notoriété. Donc c'est dans la tête des gens que ça se passe. Alors,
Le désaccord, on l'a soulevé, on a fait un petit point marketing, et les médias, peut-être qu'on va y revenir. Mais je veux quand même que vous essayiez dans la tête des gens, parce qu'il y a une connotation négative qui est accolée au marketing et puis à la publicité. Alors, je compte sur vous pour dire d'abord que c'est pas la même chose et que c'est pas vous qui allez faire cette erreur. Et que peut-être s'il y en a qui font encore l'amalgame, c'est le temps de dire stop. Et que c'est pas toujours, et que cette connotation négative peut-être il est temps de voir les choses avec plus de, pas d'optimisme, mais plus de modération et puis de tempérance. Mettre de l'eau dans santé pour accoutumer, si tant est qu'on puisse adapter l'expression à notre contexte. Allez-y. Alors, marketing et publicité. La publicité, elle est inhérente au marketing. Ça on peut l'affirmer déjà. La vocation principale du marketing, quand même, on va fournir une définition classique du marketing. C'est l'ensemble des actions qui servent à définir, susciter les besoins du consommateur pour pouvoir y apporter une offre adaptée. Alors, dans ce processus marketing, on a le produit, on a le prix, on a la communication, on a la distribution qui sont les 4P. Bon, les 4P classiques après. Alors, quand on parle de la communication, la publicité rentre dans la communication, dans la politique de communication. Pourquoi on fait de la publicité ? On fait de la publicité pour communiquer sur un produit, bien ou service, pour manipuler le consommateur. Je le redis, l'objectif c'est de Soyons manipuler. clairs. Ah oui, c'est de manipuler le consommateur. Ça c'est clair, on peut pas le nier, il faut dire les choses comme elles sont. Mais la question qui se pose, c'est oui, on manipule le consommateur, on essaie de captiver son attention pour qu'il achète le bien ou le service. Mais là, vraiment, il faut mettre en question la manière de faire. Et c'est dans ce questionnement-là qu'on relève la notion d'éthique. Et là, on va partir tous ensemble à décortiquer un peu l'éthique marketing, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a plusieurs théoriciens, plusieurs professionnels de la publicité qui incitent aujourd'hui les professionnels des médias, les publicitaires, les annonceurs, les agences, parce que j'insiste sur ce point, c'est toute une chaîne de valeurs, il faut que ces acteurs travaillent ensemble si on veut vraiment apporter un résultat meilleur aux consommateurs, si on veut apporter vraiment un contenu éthique qui répond à ses besoins et à ses attentes. Ça, c'est très, très important. Parce que le média, il ne peut pas travailler sans publicité. La marque, elle ne peut pas faire passer sa publicité sans passer à travers les médias. Les agences, c'est eux qui créent les publicités. Donc, il faut quand même qu'on dise qu'on n'est pas encore arrivé à un stade de synergie exigé et demandé pour qu'on puisse fournir un bon contenu aux consommateurs. Et là, je parle d'un contenu éthique qui respecte les valeurs. Déjà, est-ce que les médias, je vais parler dans un contexte marocain parce que vraiment c'est le contexte marocain qui m'intéresse. Je ne vais pas parler du contexte international parce que là vraiment parlons du contexte marocain. Franchement, je me pose toujours cette question. Je n'ai pas toujours la réponse. Est-ce que les médias savent déjà quelles sont les valeurs du consommateur marocain? Est-ce que les médias et les marques, est-ce que la sphère médiatique, l'écosystème médiatique, a pu quand même soulever la chaîne de valeurs qu'il faut vraiment mettre au centre? Déjà, c'est quelque chose qu'il faut repérer en amont. Parce que c'est à travers ce repérage-là qu'on va pouvoir définir par la suite les formats de contenu et la nature du contenu qu'on va diffuser aux consommateurs. Est-ce que déjà les médias et les marques et les agences aujourd'hui, est-ce qu'ils sont arrivés à ce stade-là? Est-ce qu'ils ont déjà une visibilité sur ce qu'a le consommateur comme valeur, sa chaîne de valeur? C'est la question que je me pose, mais quand je retrouverai la réponse, je la partagerai avec vous, sans faute. En revanche,
on a parlé de l'éthique marketing. Tout simplement, il faut comprendre aujourd'hui qu'on peut être efficace, on peut être performant, on peut vraiment attirer l'attention, mais tout en respectant les valeurs. D'accord ? On va revenir sur cette belle question que tu m'as posée. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Très très bonne question. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Là, c'est une... je vais me permettre de le dire. Si on va dire que la fin justifie les moyens, alors ça vraiment c'est une réflexion politique très, très malhonnête. Juste pour qu'on soit clair. Et très animaliste. Ah oui, je suis d'accord. Donc on parle de... Alors est-ce que je peux vous interrompre ? Oui. Parce que là on avance sur un autre stade. Vous avez dit manipulation. Oui, il y a manipulation, on ne peut pas s'en défaire. Oui, mais. C'est le oui, mais que j'ai retenu. Ça veut dire bien sûr qu'il faut amener le consommateur. Et surtout, j'essaie de mettre en lien avec ce qui a été dit avant, c'est que nous vivons dans un monde animal. Il y a ce mot qui me colle à l'esprit et dont j'ai usé quand vous avez dit que non, la fin justifie pas les moyens, et ça je vais y revenir. Donc, un monde qui connaît une compétition sauvage, il faut amadouer, il faut amener vers soi le consommateur. Oui, mais il y a cette question d'éthique, bien sûr, vous avez dit l'éthique, vous avez tranché, j'aime bien dire par mes propres mots ce que nous ramène sur table nos invités, pour que je saisisse, pour que je sache si j'ai compris ou pas. Vous avez différencié entre éthique et morale. La morale, c'est plutôt religieux, c'est de l'ordre de la foi. L'éthique, c'est le bien et le mal, et c'est relatif. C'est plus relatif que ne l'est la morale, dans un monde, dans un aspect universaliste. C'est plutôt une réflexion argumentée en fonction des situations et des contraintes. Très bien. C'est très important à retenir. D'accord, parfait. Alors, vous avez dit éthique, c'est parfait. Le moyen, alors je ne sais pas sur quel point je veux avancer en premier, mais je vais finir par faire le lien. C'est-à-dire quand on parle de moyens, de manipulation, des fois j'ai envie de dire que cette manipulation va trop loin. C'est-à-dire que je vais vous dire 2 mots et ça va vous parler. Je vais vous dire neurosciences, messages subliminaux. Ça c'est très grave parce que ces gens-là ne font pas dans la facilité, ils font dans les gros moyens. Et permettez-moi de dire que le budget des fois qui est ce jet d'argent, de budget qui est là pour enflouer la caisse publicitaire, il est beaucoup plus gros des fois que le budget du produit lui-même. Tout à fait. Alors, ces gens-là, ils font pas dans la naïveté, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas terre à terre, ce sont pas des choses très simplistes. C'est-à-dire quand on entend manipuler, on sait très bien les points sur lesquels joue un publicitaire pour manipuler, soit les normes de la société, ça je vais y revenir. Bon, on peut jouer sur plusieurs aspects, sur l'aspect de la richesse, de l'amour, des choses qui touchent le plus le noyau humain, si j'ose dire. Mais est-ce que vous pensez, parce qu'on est en train de parler d'éthique, est-ce que vous pensez que ces gens-là qui se permettent d'aller faire des recherches poussées, quand on ne sait pas, et que peut-être par là, vous avez cette main invisible qui, sans qu'on le sache, nous sert quelque part, c'est pas leur objet, mais on connaît peut-être l'être humain mieux à travers ces publicitaires qui veulent nous manipuler, parce qu'on sait que nous aussi, des fois, on a des comportements qui sont de l'ordre du réflexe, de par ces messages subliminaux qui ont eu, et vous me corrigerez si j'ai tort, qui ont eu leur renommée, ou bien dans les salles de cinéma, c'est un message, pour rappeler à nos auditeurs, c'est un message qui est là de l'ordre d'une seconde, 2, et puis que le message passe sans même qu'on s'y rende compte. C'est comme si, je vais faire un parallèle peut-être hasardeux, c'est comme si quelqu'un se permettait d'entrer chez vous sans que vous sachiez, sans que vous lui donniez la permission. C'est ça, c'est cet ordre d'éthique dont je parle, qui est beaucoup plus encore que celui que de jouer sur des choses qui sont visibles, si j'ose dire, par l'œil nu. Les publicitaires ne sont pas des naïfs, ce sont des gens qui investissent dans des études de neurosciences, de tout ça pour avoir le... C'est pour ça que j'ai dit que, est-ce que l'homme, au fond, il ne cherche pas à se faire manipuler lui-même? C'est-à-dire que si on lui présentait un produit X, on lui dit, voilà le produit dans
décor qui n'est pas agréable, peut-être qu'il va sous-estimer ce produit sans même éprouver la peine d'aller s'informer sur la caractéristique objective qui peuvent lui être d'importance dans son quotidien. Alors, vous avez dit, mais moi j'aime bien les exceptions qui sont à la règle. J'espère que vous allez retenir tout ça pour que vous puissiez rebondir dessus. Vous avez parlé de publicité, qu'on est amené, qu'on le veuille ou pas, à faire de la pub pour attirer le consommateur, mais il y en a qui disent que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Hein. Par exemple, je vais citer, on va citer un nom de marque, c'est pas grave. Lamborghini, par exemple, ils ne font pas de publicité. Par exemple, c'est du bouche à l'oreille. C'est leur positionnement qui leur fait... positionnement, bien sûr. C'est parce que peut-être ils ont compris, que les gens ont compris, que les publicitaires, s'ils font de la publicité, c'est pour les manipuler. Et eux, ces gens qui ne font pas de la pub, ils essaient de passer peut-être comme, c'est revenu dans mon expression dans l'édito, comme des enfants de cœur, comme des oies blanches. Nous, on ne fait pas de la pub. Si vous voulez nos produits, vous êtes les bienvenus, mais nous, on ne va pas chercher à vous manipuler. Et Dieu que ça leur fait une grosse économie dans leurs dépenses. Hein, alors que leurs produits coûtent généralement cher et qu'ils n'ont pas besoin de... Voilà. Troisième point que je voudrais évoquer, c'est que c'est vrai, quand vous avez contextualisé, vous avez dit le marketing dans un contexte marocain, la question que vous avez posée et que je n'ai pas répondu, j'ai laissé finir pour que je puisse développer aisément ma réponse, c'est que vous dites, est-ce que le consommateur, est-ce que les médias, est-ce que les publicitaires, quand on parlait d'éthique, de normes, de bien et de mal, est-ce qu'ils vont faire, par exemple, une recherche pour voir, pour s'enquérir sur les normes marocaines, sur ce qu'aime, sur ce que n'aime pas le marocain. Et peut-être que cette approche, elle est appliquée même pour ce qui est des produits et des services. Tout à parce fait. parce que quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'au début, il y avait la quantité, et que du moment que le produit est là, on l'achète, et après c'est la qualité. Mais la qualité, j'ai oublié un point très important, la qualité, elle part du fait que de chercher un besoin dans le marché. C'est-à-dire, on va d'abord voir si les gens ont besoin de ça et ça et ça, pour qu'on puisse y répondre. Exactement. C'est-à-dire, c'est la même question qui peut être posée pour ce qui est des normes. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que des fois, si je lis un peu en filigrane entre les lignes de ce que vous avez dit, c'est que des fois, on s'en fiche des normes. On va au-delà des normes, parce que l'essentiel pour nous, peut-être, c'est de choquer et on peut toujours trouver une réponse et dire que choquer, que d'essayer de faire prévaloir l'ambiguïté, ou ça peut être aussi une façon, c'est-à-dire on ne sort pas, c'est un cercle qui est très 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 vicieux. Alors il y en a un, j'aime les exceptions à la règle, je vous ai donné Lamborghini, il ne fait pas de pub. Il y en a un qui ne va pas demander ce que les gens veulent ou bien ce que la masse veut. C'est Steve Jobs, par exemple. Il a su, il a su que ça allait marcher, je ne veux pas en dire ni du bien ni du mal d'ailleurs, et qu'il a lancé son produit et que ça a eu le succès il a repéré un besoin latent. C'était pas un besoin exprimé, mais c'était un besoin latent. Voilà, c'est pour ça que même dans mon édito, j'ai dit besoin, ça peut être un euphémisme, parce que des fois, on va même vous créer des besoins dont vous n'avez pas besoin. Et ça, est-ce que c'est éthique ? C'est-à-dire la question que je vous pose, là, pour reformuler, est-ce que la neuroscience, est-ce que les messages subliminaux, est-ce que là, ce dont on vient de parler, le fait d'aller créer un besoin dont on n'a même pas besoin, est-ce que c'est éthique ? C'est-à-dire, j'essaie de pousser un peu plus les choses, plus qu'une simple publicité qui a pour vocation de choquer ou bien d'installer une ambiguïté. Ça, on connaît. Mais il y a des choses qui sont plus ésotériques, moins tangibles, quoi. Déjà, je vais revenir sur un point très très important. En marketing, on ne parle jamais de création de besoin. On suscite le besoin. Steve Jobs, il a suscité un besoin. C'était un besoin latent qu'il a bien suscité. Alors, tout ce que vous m'avez dit là, c'est très pointu, c'est très concis. D'ailleurs, ça m'interpelle cette notion de l'éthique publicitaire, juste pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Normalement, lorsqu'on parle de l'éthique publicitaire, on parle d'une publicité qui a pour objectif de générer des retombées pour la société et non pas pour ceux qui payent. Si on est dans cette philosophie, dans cette logique, on est éthique. On fait de la publicité éthique. Ça veut dire qu'il faut absolument à ce qu'on s'interroge par rapport à ces retombées qui vont être générées par la suite. Est-ce que ça va servir que la marque ? Est-ce que ça va servir toute la société ? D'accord ? Parce qu'il y a toute une société qui est en jeu.
Une marque, elle a un message à diffuser auprès d'une cible. Après, elle est censée étudier et repérer les retombées de sa publicité. Donc là, on comprend très bien qu'il s'agit de tout un écosystème qu'il faut bien étudier. Quand j'ai parlé tout à l'heure du consommateur, si on n'arrive pas à bien cerner le comportement du consommateur, on ne peut pas être éthique. On peut pas faire on peut pas vraiment faire faire une communication, faire preuve d'une communication assez performante. Parce que tout commence par une bonne connaissance de la cible. Si on ne connaît pas notre cible, comment vous voulez à ce qu'on s'y adresse? C'est vraiment c'est très contradictoire et ça me parle pas en tant que marketeuse. Parce que moi, quand j'ai fait mes études, j'ai dû repérer, on va quand même la lancer tout de suite, je veux que ça rentre dans le même contexte. J'ai pu repérer quand même que les médias et l'écosystème médiatique ne s'intéressent pas, ou ne s'intéressent pas, voilà, à bien comprendre et à bien déceler on va dire les attributs de ce comportement du consommateur marocain. Là, c'est tout un travail d'analyse qu'il faut faire pour bien cerner ce que veut le consommateur, ses valeurs, ses besoins, déjà, son besoin, ses attentes, qu'est-ce qu'il cherche exactement pour qu'on puisse apporter une offre adaptée tout en soyant efficace et légitime. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là qui ne sont pas toujours conscients de l'importance de cette notion de l'éthique. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, alors je vais parler de l'international, à l'échelle internationale, les professionnels de ce secteur ont bien compris qu'on peut faire de l'éthique un vrai levier de compétitivité. Si on est éthique, cela ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas arriver à notre objectif, qu'on ne peut pas attirer l'audience, qu'on ne peut pas vraiment attirer en fait l'attention de notre cible, qu'on ne peut pas avoir des clients, qu'on ne peut pas fidéliser. Non, on peut faire du marketing, mais tout en soyant éthique. Mais pour faire du marketing tout en soyant éthique, il faut absolument à ce que toute la stratégie, parce que là, quand on parle de l'éthique, on parle vraiment d'une notion qui est très, très collée à la stratégie. D'accord ? Il faut absolument que cette notion soit centrée au cœur de la stratégie marketing soit du média ou de la marque ou de l'écosystème en général. Donc, si on va vraiment de ce point qui m'intéresse énormément, et j'aimerais bien que les médias, les marques, les agences aient conscience de l'importance de cette notion de valeur, d'éthique, parce qu'aujourd'hui, le comportement du consommateur, il change de manière très évolutive, vraiment. Donc, pour pouvoir contrôler un peu, ou plutôt avoir une certaine visibilité permanente sur cette évolution-là, il faut absolument qu'on suive le consommateur. On va demander au consommateur, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que vraiment ce que proposent les médias aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des études qui se font derrière pour voir vraiment est-ce que le contenu médiatique demeure intéressant ou pas intéressant? Là, j'ai des chiffres avec moi qui sont en forte contradiction avec cette hypothèse-là. Le consommateur, il n'est pas content de ce qu'il voit dans les médias. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, je vais revenir sur plusieurs points. J'aime bien comment on procède. Chacun respecte le temps de parole de l'autre sans le couper et puis l'écoute pour mieux rebondir sur ce qu'il dit. Alors, si j'ai cru comprendre que c'est l'entreprise qui paie la pub, moi, je voudrais bien revenir sur ce que j'ai déjà dit dans mon édito, que le prix, en plus, et que c'est comme si c'était fait par sadisme, le prix, il est rabattu sur ce que paye le consommateur. Et ce prix-là, peut-être qu'il y a une autre question éthique qui me vient là à l'esprit, c'est que, est-ce que le fait, parce qu'on a évoqué cette question de budget, qui sont énormes, qui valent et souvent plus que le produit lui-même, est-ce que c'est éthique de faire ce que ce produit-là puisse
pas redoubler de prix. On peut des fois multiplier les prix par 100 et bien par des chiffres encore beaucoup plus monstrueux. Est-ce que c'est éthique le fait que de vendre à un consommateur donné un produit qui vaut beaucoup moins que ça, rien que parce qu'on y a mis du marketing? Ça, c'est une question peut-être que vous voudriez rebondir dessus. Quand vous parlez de l'adaptation du produit, moi je pense par exemple pub. Et je me dis que je voudrais soulever 2 points. L'un qui est plutôt éthique, l'un qui est plutôt cynique, parce que je vais m'opposer à vous. Moi, je pense que pour ce qui est des adaptations qui sont faites dans le secteur de la publicité, je pense que les publicitaires s'adaptent beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai soulevé dans ma thématique, est-ce que c'est le rôle des médias de tirer les gens vers le haut? Ça, c'est une expression de Dante. Ben, c'est peut-être trop beau pour le monde publicitaire, c'est pas pour le dénigrer, mais compte tenu de la situation, je crois savoir de quoi je parle. Mais je pense qu'il s'adapte beaucoup. Pourquoi? Parce que si on va suivre la masse dans ce qu'elle fait, compte tenu nous connaissons le Maroc, vous et moi, nous n'allons pas nous cacher derrière nos doigts, nous n'allons pas utiliser de gants, si nous sommes là pour parler franchement, c'est que si on suit la masse dans ce qu'elle fait, dans ses goûts et dans ses... Je veux pas vraiment donner un jugement esthétique qui peut embarrasser les uns et les autres, mais par euphémisme, je dis que c'est pas ce qu'il y a de mieux que de suivre la masse. Et c'est pour ça que je dis qu'il s'adapte beaucoup, et des fois, à mon grand malheur, à ma grande déception, je me rends compte qu'il y a de grandes banques, de grandes assurances qui, dans les affiches publicitaires, et ça je vais y revenir, ça c'est très important, adoptent vraiment le parler de jeunes, de très jeunes, d'une masse qui doit plutôt être encadrée, plutôt être... je n'ai pas le mot guidé, mais plutôt tiré vers le haut. Je pense qu'il n'y a pas meilleure expression que celle-là. C'est pour ça que je vous reprends sur ce point. Et moi, je pense, contrairement à vous, que les publicitaires s'adaptent beaucoup et qu'ils sont en train de participer à ce délitement, à cette décadence que nous connaissons, peut-être culturelle. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point peut-être personnel. Deuxièmement, je me dis, quand vous dites par exemple que le consommateur ou bien le publicitaire, il n'écoute pas le besoin pour y répondre, je me dis que des fois il pense, ou bien que nous pouvons oser penser que le consommateur marocain n'est pas difficile. Peut-être bien, ça vous me direz ce que vous en pensez, et qu'il est toujours dans cette démarche, dans cette philosophie qu'il prend ce qu'il trouve et que ça arrange les deux, de un, parce que ça va les dispenser de faire des études qui vont leur coûter beaucoup d'argent, et que du moment que... Et ça, c'est un statu quo, malheureusement, hein, ça c'est un point qu'on peut calquer sur plusieurs domaines, pas que le marketing. On se dit, c'est le point du statu quo. C'est-à-dire que tant que ça marche, tant qu'on a de l'argent, qu'on paye nos employés, qu'on paye nos dividendes, qu'on a un petit plus, c'est pas la peine d'avancer, c'est pas la peine d'aller plus loin, d'aller chercher dans les besoins des uns et des autres pour essayer de leur donner un produit meilleur, peut-être. Mais en même temps, je vais vous dire, parce que là, je vais tellement vous compliquer la chose, vous allez vous en sortir, je sais, comme d'habitude. Mais je me dis à la fois, ils pensent, et que nous pouvons penser que le consommateur, il est facile, il n'est pas difficile, tant que le besoin de ne pas faire d'études, etc. En même temps, je pense que le Marocain, il est très sceptique. Et je pense qu'on peut rejoindre les deux. On peut dire que le publicitaire, il est... c'est peut-être un schizophrène, comme nous tous. Nous le sommes tous, quelque part. Il pense à la fois que le consommateur n'est pas difficile, comme il pense que le consommateur est sceptique. Ça veut dire, dans les deux cas, il ferait que perdre son argent, aller demander ce que le Marocain veut ou ne veut pas. Ça, c'est une idée à débattre, bien sûr. Et je me dis des fois que... parce que ça peut être à la fois la cause et la conséquence. Et je vais boucler la boucle et vous allez comprendre de quoi je parle. Je me dis, est-ce que des fois, par la publicité, c'est-à-dire par ce moyen défaillant, par ce moyen qui n'est pas au goût de ce qui se fait à l'international, parce que vous avez fait un parallèle avec ce qui se fait ailleurs, et ça c'est très bien, par ce procédé qui n'est pas pointu, je vais dire, est-ce que inversement les publicitaires ne contribuent pas à ce scepticisme marocain qui n'a pas confiance en ses produits et en ses services?
Parce qu'on bâcle la publicité, on bâcle la communication, on fait les choses n'importe comment. On n'est pas crédible. Comment voulez-vous que les autres croient en vous? Voyez. Et une dernière question. Moi, je pense que les publicitaires, parce qu'on est toujours, je pense, dans la même trame, je pense que des fois, je suis choqué de voir des panneaux, de voir des messages publicitaires. Je me dis, comment ces gens-là, qui sont dans de grosses boîtes, etc., et qui font... c'est-à-dire, je me dis, mais ils ne sont pas dans l'initiative, ils ne sont pas dans la créativité, c'est vraiment... des fois, c'est de la bassesse, des fois, c'est au goût de personne. C'est à se demander si ces gens-là... Parce que j'estime qu'il faut un minimum de culture pour être un bon publicitaire. Merci. Bon, je vous ai bombardé de questions. Alors, là, je vous laisse vous en sortir. Je vais revenir sur la notion d'adaptation. Alors, vous m'avez dit que les publicitaires s'adaptent beaucoup. Moi, quand je parle d'adaptation, je ne parle pas d'une adaptation exagérée. Alors là, on ne parle pas vraiment. On parle d'une adaptation, une vraie adaptation. Si on parle d'une adaptation exagérée, là, on sort du contexte. Quand on parle de l'éthique, déjà, certes, le premier volet plutôt le premier volet qui nous intéresse, c'est le consommateur, c'est ses valeurs, ce qu'il veut, et vraiment, on va dire, sa composition de valeurs. Mais en même temps, il y a des standards quand même. Il y a des standards qui sont reconnus à l'échelle internationale, à travers lesquels, ou sur la base desquels, on peut créer une publicité éthique. Le consommateur n'est qu'une partie prenante dans l'écosystème ou dans ce processus de création. Donc si, on peut pas se focaliser uniquement sur le consommateur. Oui, il faut absolument à ce qu'on va chercher ce que veut le consommateur, ses valeurs, sa chaîne de valeurs, ses attentes, ses besoins, etc. Mais en même temps, il y a des règles, il y a des codes d'éthique, de déontologie qui cadrent un peu la profession à l'échelle internationale. Vous m'avez parlé de créativité, je vous parle de véracité. Par exemple, si demain on va demander au consommateur ce qu'il veut regarder, par exemple, je dis n'importe quoi, et le consommateur nous répond je ne veux plus voir de femmes dans les publicités. C'est pour ça que j'ai dit que je vois où est-ce que vous voulez en venir. Est-ce qu'on va prendre ça au sérieux? Est-ce qu'on va vraiment intégrer ce genre de données dans notre stratégie publicitaire, dans la conception de la publicité? Présence de la femme dans la publicité au Maroc. Un sujet qui vraiment que... Peut-être ça pourra être le sujet de ton émission. Franchement, ça rentre un peu dans le même contexte. Je pense que vous avez déjà vu la publicité on peut citer la marque? Allez-y. De Mio, quand même, qui a suscité un grand débat par rapport à cette thématique. Est-ce que la femme, elle est présentée convenablement dans la publicité au Maroc? C'est une question que je vous pose. Et je peux répondre maintenant? Oui. Vous avez fini. Parfait. Parce que là, j'ai oublié de mentionner un truc, parce que qu'est-ce qu'un philosophe, comme dirait Nietzsche, c'est celui qui est capable de donner des exemples. Et venant de lui, je ne le croyais pas. Mais je vais quand même donner un exemple. C'est très important quand on parle d'éthique, vous avez parlé de code, de déontologie, de standards, et que vous avez fait un peu illusion. J'allais partir plus loin pour dire est-ce que l'éthique, c'est plutôt une dictature de la minorité, de la majorité? On ne sait pas comment les choses sont fixées. Vous avez donné l'exemple, si par exemple quelqu'un, parce que ça a ses limites aussi d'aller quérir un besoin et puis d'appliquer. On a beau avoir un pourcentage élevé de ceux, par exemple, de celles et ceux qui ne voudraient pas voir de femmes, par exemple, qu'on peinerait à l'appliquer, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que ça va susciter comme fougue et comme tempête. Alors très bien, vous faites bien de parler de déontologie, vous avez l'exemple de la femme, bien sûr, il est très... Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que le rôle du publicitaire, et que je taxe des fois le publicitaire d'égoïsme, parce que sans le savoir, ou peut-être le fait-il exprès par perversion ou autre, ne sont pas descendeurs des âmes, vous et moi, pas juger davantage, mais est-ce qu'ils ne font pas exprès le fait que de se limiter à leur seul produit? Parce qu'on sait très bien que ça va au-delà. Et je m'en veux pour preuve l'exemple que vous avez donné, la représentativité, par exemple, de la femme.
Et je me dis des fois aussi, parce que, non pas que j'essaie de leur trouver des excuses, je continue à voir en eux des égoïstes, mais qui n'est pas égoïste, hein, mais eux, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que du moment qu'on a une plus grande visibilité, la plus grande visibilité, elle va avec le devoir, on a plus de devoirs envers la société, hein. Alors, pour cette question, pourquoi je dis que le pari peut être difficile pour eux? C'est pour la belle et simple raison que peut-être ils peuvent très bien vous. J'essaie de répondre à leur place. De dire que peut-être, écoutez, le Maroc reste. Eux, ils diront en grande partie. Parce que s'ils veulent l'adopter un temps populiste, démagogue, ils vont dire en grande partie conservateur, peut-être, et que, voilà, nous, le médium qu'on choisit, et qu'on a parlé tout à l'heure de la télévision marocaine, je ne veux pas être méchant, mais qui c'est d'entre nous qui regarde la télévision marocaine? Je pense qu'on veut, sans pour autant discriminer ni rien du tout, mais peut-être que eux, dans leur conception, je ne sais pas s'ils ont des études à l'appui pour appuyer la chose, mais qui se disent que la télévision est un médium de masse et que selon même, parce qu'on peut reprocher même les feuilletons qu'on diffuse, c'est-à-dire que peut-être qu'ils adoptent quelque part, voilà, peut-être qu'ils adoptent un peu la même lignée et qu'ils n'en sont pas trop loin et que ces feuilletons-là, on va voir Ramadan, on ne sait pas ce qu'on nous prépare, mais qu'ils sont peut-être dans la même philosophie et que si eux, la représentativité de la femme, et là je vais dire des choses à votre place, c'est que la femme elle est confinée à gérer le vivre et le couvert, voilà, et à répondre aux besoins internes, hein, si vous voulez, et Dieu sait qu'il y a eu tant de j'allais dire amalgame, je ne sais pas pourquoi, mais tant de noms qui ont été donnés, pas des noms d'oiseaux, hein, rassurez-vous, mais pour répondre à ce décor-là. Alors, c'est vrai que, encore une fois, je vous ai compliqué, parce que vous avez remarqué que je suis peut-être un adepte de l'en même temps, hein, pour rester un peu dans une espèce, non pas de neutralité, mais pour une espèce de richesse, parce que quand on procède par antagonisme, je pense qu'on fournit plus de réponses, et pour nous, pour le débat, et pour l'auditeur. Alors, pour cette question de déontologie, est-ce que vous pensez qu'ils vous diront que, voilà, pour ce qui est de cette éthique, de cette dictature de la majorité et de la minorité, on ne sait pas, pour ce qui est de la femme, que eux, ils sont bien renseignés, ils vous diront que non, le Maroc est un pays conservateur en grande partie, vous diront-ils, et que ça gêne pas beaucoup de monde, que voilà, qu'il y ait cette, pour vous, ça va être peut-être une dégradation, mais pour eux, ça va être la réflexion ou bien d'un monde qui est là parmi nous, qui vit, qui s'en plaint pas. Alors comment répondre pour ce qui est de l'éthique? Parce que pour l'éthique, vous savez, le Maroc, il est très complexe, hein, dans sa composition, hein. Je ne vais pas parler cohésion sociale pour ne pas compliquer les choses, mais le Maroc, il est divers et varié. Et c'est vrai qu'il y a un Maroc élitiste, il y a un Maroc conservateur, il y a un Maroc qui préfère ne pas dire son nom. Alors, comment répondre à cela? Déjà, c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué parce que je suppose, et j'en suis certaine, si demain je mène une étude justement pour aller voir ce que pense le consommateur par rapport à ce point, ce que pensent les Marocains, je ne pense pas que ce sera la réponse majoritaire des Marocains que le Maroc est un pays conservateur quand même. On a dépassé ce stade-là. Encore faut-il définir ce qu'est conservation. Ça c'est un sujet à part. On en discutera peut-être. Mais c'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, il faut vraiment... Déjà du côté du consommateur, le consommateur aujourd'hui... il n'est pas d'accord avec ça. Le consommateur d'aujourd'hui, moi je suis sûre d'ailleurs, et je vous le dis, si je mets une étude demain pour aller voir ce que pense le consommateur par rapport à cela... Mais ça reste peut-être votre perception, c'est votre projection. C'est ma perception, et peut-être que je travaillerai quand même à l'appui, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite avec des chiffres quand même.
à travers toutes les évolutions qu'on a connues, des évolutions technologiques, culturelles, économiques, aujourd'hui, la femme aujourd'hui, elle a développé quand même un statut super important dans la société. Elle est devenue quand même le moteur de, on va dire, c'est un pilier majeur de la société. Par rapport à la représentation de la femme dans la publicité, en fait, c'est un sujet qui les marques, les annonceurs, les publicitaires, ils viennent d'en prendre conscience. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité de Mio. C'est vraiment une publicité qui a fait un grand débat parce que vraiment, ça nous a changé quand même cette représentation de la femme classique, très traditionnelle. La femme, c'est elle qui s'occupe des affaires ménagères. C'est vraiment une image qui a été collée à la femme pendant des décennies quand même. Et aujourd'hui, il faut qu'on veille à muter on va changer cette représentation, ce modèle de représentation, parce qu'il n'est plus valable. Avec toutes les évolutions qu'on a connues, avec le comportement du consommateur d'aujourd'hui, parce que c'est plus le consommateur d'avant. Du coup, c'était juste un axe parmi d'autres. Parce que quand on parle de l'éthique, il y a plusieurs axes vraiment qui nous interpellent, notamment cette notion de la représentation de la femme dans la publicité. Aujourd'hui, c'est un point il faut faire très très attention à ça. Le consommateur, moi comme je vous ai expliqué, j'en suis sûre et certaine. Aujourd'hui, le Marocain, on parle beaucoup ces derniers temps d'équité, de diversité, il y a même je peux citer encore la chaîne. Allez-y. Alors, deuxième qui a un comité parité et diversité qui veille à ce que la femme soit représentée convenablement dans la publicité. Et là, franchement, c'est une initiative que je félicite. Mais il faut quand même à ce que tout l'écosystème veille sur ce volet-là, parce qu'on peut vraiment en tirer beaucoup de choses, beaucoup de retombées très positives sur la société. Alors très bien, moi je veux vous poser, pour mieux nous situer, une question d'ordre plutôt technique, qui est en relation avec l'avant et l'après. Je vois que au fur et à mesure vous développez des convictions, mais c'est bien, comme ça vous pouvez vous positionner d'un côté et moi de vous attaquer d'un autre. Bon, ça reste relatif, ça reste du ressort des convictions et puis des principes des uns et des autres, mais comme vous avez dit, la femme n'est pas le seul, je ne dirais pas objet, sinon j'aurais tous les féministes sur le dos, hein, mais même si objet peut être appliqué autant bien pour les hommes que pour les femmes, que pour les choses, que pour toutes... n'est pas ce sujet que vous, à travers cet exemple peut-être qui est prenant, peut-être c'est un exemple qui jouit de plus d'électricité, qui met le plus d'électricité dans l'air, hein, quand on pointe du doigt à la femme. Il y a une hypersensibilité par rapport à la chose. Exactement. C'est ce que je veux dire. Vous avez bien cité un comité dont je n'ai pas retenu le nom, mais j'ai retenu le concept. Et je veux par exemple, quand on a parlé d'annonceurs, de médias, de cette publicité avant qu'elle soit diffusée, à la masse. C'est parce que je me dis là que si ces annonceurs, si ces publicitaires ne sont pas à même, ne sont pas aptes de coller à une certaine éthique, de faire montre et de faire l'exercice d'une certaine morale. Je mets ça entre guillemets, hein, parce que ce bien et ce mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sans pour autant que ce soit dogmatique, mais en tâtant un peu la température de la masse. Est-ce qu'on ne doit pas les guider, par exemple? Quand vous avez cité ce comité, je pense que nous avons déjà l'AAK par exemple. Mais le problème, il y a une hypocrisie que je voudrais soulever ici, et vous me direz votre avis. C'est-à-dire, il y a des procès qui sont faits après coup. Par exemple, je me rappelle très bien que pour ce qui est, je ne sais quelle pub, c'est pas pour ne pas en citer le nom, mais qui ait eu, par exemple, une image dégradante qui a été diffusée dans un médium dont je ne retiens pas le nom, mais qu'après il y avait eu cette Ligue des femmes, cette Union des forces actives, des femmes actives, ou je ne sais quoi, j'espère que je ne prends pas beaucoup de l'acronyme, qui ont déposé une plainte, et que l'AAK
a réagi après coup. Parce qu'un petit point historique, c'est qu'avant, tout ce qui est contenu audiovisuel, c'était sous la tutelle du ministère de la Communication. Après, l'ARCA, c'était un organe indépendant. Mais je me dis, est-ce qu'il faut attendre que les gens portent plainte pour qu'on agisse après coup et pour qu'on dise, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il fallait pas que... Alors que normalement, ça relève quelque part de notre autorité, de voir le contenu qui correspond et celui qui ne correspond pas. Ou bien est-ce qu'on attend de dire, on attend de voir, on va jeter une pierre, on va voir, est-ce que ça va susciter le bruit et le désaccord et la tempête, ou bien ça va passer sans attirer l'attention de personne. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie? Est-ce que les femmes, ils ont besoin de ligues, pour les défendre, ou bien que nous pouvons très bien faire confiance à nos instances, puis à nos organismes, qui sont, j'estime, bien constitués. Alors, certes... Vous voyez un peu la complexité. C'est très clair. Et je vais vous répondre très clairement. Parce que vraiment, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, déjà, je m'adresse au public et je vais m'adresser aux médias, la partie qui m'intéresse le plus. Alors, déjà, du côté du consommateur, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le consommateur, il est arrivé à un stade d'information ? J'ai dit tout à l'heure que le consommateur, quand même, il a développé un certain bagage, il est informé, averti. J'aime bien comment vous commencez à procéder comme moi, par opposition. Parce que ça me va, en fait, ça me fait... Du coup, est-ce que vraiment... Est-ce que le consommateur, est-ce qu'il a cette perception qui est reconnue à l'échelle mondiale de médias ? Le média, c'est quoi ? Le média, c'est un agent éducateur culturel. Déjà, du côté du consommateur, est-ce que le consommateur, est-ce qu'il a déjà cette information ? Est-ce qu'il sait très bien que le média, c'est pas en fait, c'est un agent qui nous fait véhiculer des valeurs. C'est vraiment en fait, comment dirais-je, un pilier majeur dans la société qui nous impacte de façon très, très marquante, qui impacte toute la société. Ça, le consommateur, il est censé comprendre ça, il est censé comprendre que on va dire, comment dirais-je, c'est des acteurs qu'il faut critiquer. Si on veut vraiment arriver peut-être un jour voir des médias vraiment qui sont créatifs et qui créent du contenu assez pointu et éthique. D'accord, parfait. Alors, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Je pense pas qu'on va y arriver. Là, c'est un point très important que vous venez de soulever, c'est-à-dire que le consommateur, c'est pour ça que je me dis, et je pense qu'il y a un lien entre les chiffres et ce que nous avançons ensemble aujourd'hui. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est la télévision qui jouit toujours du plus gros budget de la pub, et j'essaie un peu de tendre l'oreille et d'écouter ce qu'un Marocain puisse dire. Il dit, ah, ça a été dit à la télévision. Comme quoi la notoriété et la crédibilité qui est allouée à ce médium est peut-être plus qu'il ne le faut. Peut-être qu'il y a une exagération justement dans la confiance mise dans un médium, un autre. Vous avez bien dit que quelque part le médium, on peut le critiquer et on doit le critiquer pour faire avancer cette cause éthique et qu'il faut peut-être le cadrer, et c'est pour ça qu'on a des instances. C'est qu'un médium, il ne détient pas la science infuse et qui peut se tromper, bien sûr. Alors là, bien sûr, on parle pensée critique. Il faut que le consommateur soit non seulement informé du produit, bien avisé, etc., mais aussi du procédé, aussi qu'il y ait une instance, aussi qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, aussi d'avoir peut-être une approche universaliste, faire le parallèle avec ce qui se passe ailleurs. Alors, on a parlé de représentativité, peut-être qu'aussi qu'on peut parler de quotas. Et moi, ce qui m'a inspiré, le quota, je ne sais pas si vous avez votre mot à dire là-dessus, mais ce qui m'a inspiré, c'est que dernièrement en France, on commence à entendre, toujours dans le sillon féministe, sans pour autant que ce soit une connotation ni positive ni négative, mais gardons-nous à l'objectivité la plus sincère. Quand on a entendu parler de budget genré. Pour chaque euro dédié à la femme, on a un euro dédié à l'homme. Là, par exemple, on parle de représentativité de la femme. On parle peut-être de la qualité, mais on ne parle pas de la quantité.
Oui. Parce que vous avez dit la qualité de l'image qui est renvoyée par la femme et que voilà, la femme aujourd'hui est faite pour des choses qui, selon votre goût, soient plus élevées dans votre esprit. Et il y en a qui vous disent, il y en a qui vont vous dire, voilà, c'est pas de moindre importance que voilà, que la preuve. La preuve, quand il y avait une interview, mais ça c'est un à côté avec Napoléon, etc., quand on lui a posé la question. Mais ça, c'est pour attiser un peu la foudre et pour énerver un peu les féministes. Mais je le dis, je suis taquin. Quelle est la femme idéale pour vous? C'est celle qui a le plus d'enfants et qui a le plus d'enfants, qui s'occupe des enfants, etc. Bon, ça peut fâcher. Je comprends. Mais ça répond à un autre contexte, bien sûr. Et bon, Napoléon, il était là en tant que politique. Il n'est pas là. Il ne répondait pas autant que pater familial, bien sûr. On peut lui rappeler Joséphine, hein, mais bon, ça c'est un autre côté. Mais est-ce que vous êtes pour le budget genré, pour le quota? C'est-à-dire pour chaque euro qui est dédié à une femme le doit aussi être pour un homme. Est-ce qu'il y a ces questions de quantité? Moi, je veux bien savoir, je ne suis pas aussi renseigné que vous, mais est-ce que la représentativité, sans que la qualité de l'homme ou de la femme, l'homme c'est la voiture, c'est le business, et la femme c'est la maison, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais est-ce que, niveau quantité, est-ce qu'on a autant de femmes que d'hommes dans la pub? Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée Mais là, le problème, me direz-vous, c'est plus grave, parce que si la qualité est ainsi et que ça ne répond pas à votre goût, la quantité, n'en parlons pas. On peut avoir 100 femmes qui sont qui sont représentées de manière décadente, et un homme qui est représenté comme il s'y est, que ça ne nous intéresserait pas de beaucoup de savoir, de connaître un peu la quantité représentative. Mais ce qui est important à soulever, c'est que ces perceptions, toutes ces perceptions qu'on vient de citer là, elles ont été développées par la société. C'est l'homme qui a développé ça, à travers le vécu, à travers l'historique. C'est nous qui, au Maroc par exemple, c'est nous qui avons développé cette représentation, cette représentativité très limitée, très, on va dire, très carrée de la femme. Stigmatisante. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est notre contexte. Ouais. Notre contexte. On n'invente rien. Voilà, on n'invente rien, exactement. Du coup, je pense qu'il est temps de revoir ces perceptions. Le fait qu'on a quand même qu'on a pris au sérieux on va dire ces modèles, notamment dans la publicité ou même dans le traitement de la femme, même dans la société. Je vais vous parler, si vous voulez, en fait, on va parler par la suite même de la représentation de la femme dans le marché d'emploi. C'est déjà une belle question qu'on peut se poser. Là où la question d'éthique se pose. Et d'ailleurs, comme je viens d'expliquer, il est temps de revoir ces perceptions classiques, traditionnelles, qui nous renvoient à rien, aujourd'hui. Qui nous renvoient à rien parce que, certes, peut-être que la publicité, pendant 20 ans, a suivi ce modèle classique archaïque, vraiment archaïque, c'est vraiment le bon terme, pour représenter la femme dans la publicité, mais cela ne veut absolument pas dire qu'on va suivre, qu'on va quand même suivre pendant des années avec la même stratégie ou la même représentation, avec le même modèle. Parce que ce modèle-là n'est plus valable. Juste pour qu'on soit clair et pour que... Parce que vraiment, c'est un point c'est quelque chose qui me taraude. Qui vous taraude. Qui me taraude. Je savais que ça allait revenir. Qui me taraude tous les jours, oui. Parce que je suis une belle observatrice, je suis une analyste, j'analyse tous les jours. Franchement, je fais des exercices d'observation tous les jours et ça me fait chier vraiment, je le dis, ça me fait chier de voir que la femme, elle est toujours traitée de manière très... subalterne, secondaire.
Ça, c'est un autre sujet, hein. Peut-être qu'on vous invitera une autre fois pour Parce que parler femmes et féminisme. c'est inhérent D'accord. à ce qu'on discute Oui, c'est l'exemple aujourd'hui. qu'on a On érigé parle de en... l'éthique, on Mm. parle de valeurs, on parle de la femme. Mm. Ça, on peut pas nier, on peut pas s'en passer quand même. C'est vraiment un sujet super, super dense qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance parce que, comme je l'ai dit, je le redis. Et puis me diriez-vous, je souhaite juste rebondir sur un petit quelque chose, c'est que j'essaie de faire un peu le pont entre la femme publicité, marketing et cerveau droit, cerveau gauche. Le gauche, je pense qu'il est fait pour l'imagination, la créativité, le cœur. Tout à fait. Et si si je vous concède le fait que le marketing et la publicité, il est fait plus de cœur et de plus de, vous avez dit, observation. C'est bien aussi, hein, ce côté pratique de la chose. C'est que la femme, la femme, elle est faite, je dirais plus pour ça, hein. Plus pour ça. Bon, c'est pas que j'essaie de mettre la femme dans une case. Et puis maintenant, on essaie de procéder avec beaucoup de tact, de peur qu'on dise quelque chose qui puisse être perçu de l'autre côté sans qu'on en ait l'intention de façon fausse ou erronée. C'est-à-dire, je présume que le marketing, et je ne sais pas si c'est une discrimination, mais quand on entend marketing, publicité, communication, on imagine plutôt les femmes que les hommes. Je ne sais pas si c'est la perception, parce que les femmes sont peut-être douées de plus de ce côté créatif, de ce côté d'observation, de ce côté émotionnel, de savoir toucher l'autre, de se mettre dans la tête de l'autre, se projeter dans ses besoins, dans ce qui puisse... Alors là maintenant, c'est parfait. Je pense que pour ce qui est de la femme, on y reviendra. Ben, on va pas. Il y a des sujets à débattre sur cet élément important. Et là, je veux vous ramener carrément sur quelque chose de plus pratique, de plus objectif. Et je voudrais parler des débouchés marketing. Là, ça vient de m'interpeller. C'est que on a parlé de crédibilité, de notoriété, de perçue par les uns et par les autres, et par les entreprises, et par l'individu lambda, et par... Là, je parle par exemple des débouchés de ceux qui ont fait, comme vous, par exemple, vous avez fait votre cursus académique en marketing, publicité. Est-ce que vous pensez que nos entreprises, parce qu'on peut un peu résumer en 2 secondes de l'entretien que nous avons eu ensemble, c'est que parmi les éléments que nous avons soulevés, c'est qu'il y a peut-être pas assez de poids ou d'importance donnée à la publicité, eu égard de l'éthique, eu égard des codes, des normes, de la déontologie, de recherche, qu'on donne ce qu'on veut. Voilà, d'hygiène publicitaire, c'est très bien. Alors, est-ce que vous pensez que pour ce qui est des débouchés marketing comme vous, ou comme d'autres qui se présentent, est-ce qu'ils sont pris au sérieux? Ça, j'imagine, votre cursus, il doit être brillant, et vous présentez une entreprise, vous commencez à leur parler de... Pour eux, peut-être, ils prennent ça avec une certaine facilité dans la perception, et peut-être qu'ils n'y accordent pas beaucoup de choses. Ils disent, voilà, le marketing, on sait un peu ce que veut le Marocain. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une vision simpliste de la chose, et que peut-être que ça ne nécessiterait pas... tant et tant d'études pour arriver au fait de convaincre un Marocain qu'on connaît que... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une importance donnée aujourd'hui au cursus marketing au Maroc? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est laissé pour compte, qui est dénigré, qui n'est pas pris au sérieux? Comme ce que... Bon, je peux utiliser l'onomatopée de blabla, il y en a toujours qui disent marketing, communication, c'est que du... Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Je vous dis cela alors que moi j'ai un master en marketing, soit dit en passant. Je peux être dans le même cas de figure que vous. Est-ce que le marketing est pris au sérieux dans notre société? Par le résultat qu'on a, je pense que non. Moi, je suis d'accord avec vous. Non. Mais je vais quand même parler de mon expérience. Moi, je me suis imposée. J'ai compris que dans la vie, il faut s'imposer. Je me suis imposée avec ce que j'imagine, avec un esprit marketing au vrai sens du terme. Mais quand je me suis imposée sur le marché, alors je me suis retrouvée avec des acteurs peut-être qui n'accordent pas beaucoup d'importance, qui ne voient pas le marketing comme il se doit, ou qui ne... Parler d'éthique, là, on a parlé de déontologie. Écoute, aujourd'hui au Maroc, c'est des notions qui peuvent
qu'on peut en parler pendant des conférences, des Voilà, on dit le webinaires, marketing, c'est bon pour la théorie, c'est pas bon pour la pratique. Si vous voulez, il y a une scission entre les deux. C'est ça le point central, en fait. Bon, soyons dans l'espoir. J'espère que dans l'avenir, ça va changer. Plutôt, la chose la plus importante à retenir, c'est que on peut être éthique, on peut faire du marketing tout en soyant éthique. Ça, c'est vraiment à retenir. On va dire l'étape primordiale, c'est d'aller vers le consommateur, c'est de s'intéresser à ce que veut le consommateur, tout en ayant une visibilité et une idée sur ce qui est reconnu à l'échelle mondiale par rapport à ces notions d'éthique, de déontologie, de code déontologique, etc. Et je vais revenir sur un point super important. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui au Maroc, on a des instances qui réglementent un peu le secteur, mais est-ce que vous pensez que c'est déjà assez pour qu'on puisse se positionner, pour qu'on puisse vraiment évaluer les médias comme étant éthiques ou non éthiques? Alors, j'imagine bien que ce soit une question piège. Je vais quand Absolument même aventurer pas, vous répondre. va... Moi, j'aimerais bien vous dire non, parce que je sais très bien que vous allez rebondir plutôt sur le non que sur le oui. Parce que si je dis oui, là... J'aimerais juste avoir votre perception par rapport à ce que... Mais moi, je veux répondre par les deux. Et je veux avoir la réponse que vous avez réservée pour le oui et pour le non. Supposons que je vous dise non pour un premier instant. Pour un premier... Là, on va faire peut-être une dissertation que nous allons initier ensemble. Mais voilà, je vous dis non. Alors, quelle réponse me livriez-vous? J'allais pas vous livrer une réponse, hein. J'allais quand même enregistrer. C'est une réponse fermée. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais moi, je suis là dans un exercice purement dialectique. Non, mais une réponse fermée avec. Moi, j'aimerais avoir juste. Mais je peux très bien vous dire que c'est pas parmi les raisons, c'est parce qu'on n'est pas assez pris au sérieux pour les marketeurs. Parce que c'est pour ça que j'ai soulevé cette confusion, cet amalgame qui se fait dans la tête des gens qui ne sont pas à même de voir à quoi la chose correspond. C'est qu'il y a un amalgame entre la publicité et le marketing. Pour eux, le marketing, il se limite à taper à l'œil, à manipuler. Alors que c'est plus... Voilà, vous nous parlez d'études qualitatives, quantitatives, être dans le... Vous voyez, ce simplisme-là, alors que le cursus académique, il est bien long et bien ample, hein, pour se résoudre qu'à cette seule... Mais la réponse est non. Ah bah ça, je vous le dis. Alors, là, j'aimerais bien qu'on... je vais partager avec vous quelques résultats que j'ai pu soulever de 2 études réalisées en 2019. Une étude qualitative et une étude quantitative par rapport à ce que pense le consommateur, par rapport à cette question d'éthique dans les médias, et en même temps, comment les professionnels de ce secteur intègrent la notion d'éthique dans leur stratégie. On va commencer par l'étude quantitative qui s'intéresse Je vous demandais juste de vous rapprocher un peu de votre micro. Oui. On va commencer par l'étude quantitative dans laquelle nous nous sommes intéressés aux consommateurs, à ce qu'ils pensent par rapport à cette question d'éthique. Je vais partager quand même avec vous quelques résultats. Alors, cette étude a été réalisée sur un échantillon de 385 personnes. On a posé une simple question dans une rubrique « Crédibilité éthique des médias marocains » à propos des nouvelles que vous lisez dans un journal magazine. Vous dites « Les choses se sont passées vraiment comme le journal ou le magazine les raconte. Les choses se sont passées à peu près comme le journal les raconte. Il y a sans doute pas mal de différences entre la façon dont les choses se sont passées et la façon. Les choses ne se sont pas passées du tout comme le journal magazine les raconte. » 49,3% des répondants déclarent que les choses se sont passées à peu près comme le journal les raconte. Ça veut dire qu'il y a toujours cette marche de la véracité, le degré. On n'est pas encore arrivé à un degré de véracité pour que le consommateur nous réponde « Ah oui, le journal ou le magazine que je suis, vraiment, il raconte les choses comme elles sont. » Il y a toujours ce scepticisme, si vous voulez. Exactement. Donc, il paraît qu'une grande partie des répondants jugent que les choses se sont
se passe à peu près comme le journal ou le magazine les raconte, cela prouve que les lecteurs ne croient pas totalement à ce que le média diffuse. Et là, c'est un grand problème. Ainsi, plus de 25% de la population estime carrément qu'il y a sans doute pas mal de différences entre ce qui est raconté et la réalité. Alors ça, c'est une donnée quand même à retenir. Alors, moi, je voudrais bien vous poser une question dans ce sens, qui me semble importante quand vous parlez de médias et de journal, parce que là, je me sens concerné quelque part, parce que je me dis, j'essaie de chercher dans les causes qui puissent faire à ce que le lecteur, à ce que le consommateur final puisse développer un certain scepticisme, comme j'ai dit, ou certaines réserves, hein, avec un chiffre aussi prononcé. Et je me dis, on va parler annonceur, on va parler journal, c'est une question à côté. Est-ce que parmi les choses qui font à ce qu'un journal, à ce qu'un médium d'information puisse manquer de crédibilité vis-à-vis du lecteur, est le fait qu'il ait recours sans cesse pour survivre à des annonceurs, bien sûr. N'allez pas croire que c'est à coup de comment dire, de machines de rotatives ou bien de magazines, puisque je vais prendre le cas que vous avez utilisé, imprimer que c'est ainsi que l'entreprise ou bien que le journal marche. Non, c'est à cause de publicité et d'autres, et que peut-être qu'en soignant, déjà, parce qu'on a parlé de l'éthique publicitaire, en soignant cette publicité, parce que vous voyez pourquoi j'ai dit que le publicitaire est de nature égoïste. Parce qu'il ne voit pas les retombées, moi j'aime bien le mot que vous utilisez, que puisse avoir une publicité qui est mal soignée, qui est mal dégrossie, qui est mal ciblée, qui manque de crédibilité sur d'autres. Là maintenant on va citer deux exemples, le journal, la publicité. Si le lecteur n'accorde pas peut-être, hein, parce que ça se fait par entrechoc ou bien par ricochet, quand on n'accorde pas la crédibilité qu'il faut à une pub, et que cette pub est dans un journal, peut-être que ça va nous conduire inconsciemment à ne pas croire l'information qui nous est donnée aussi. C'est pour ça que la responsabilité éthique et déontologique est très importante. Vous avez tout dit. Voilà. Alors là, vous avez répondu à la question. Vous avez posé une question et... C'est souvent ça. C'est très bien, c'est très bien. On va dire la question centrale, c'est déjà, il faut quand même qu'on s'arrête au niveau des médias, au niveau de ces journaux et ces magazines. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que déjà il y a des codes déontologiques internes qui réglementent ou qui cadrent un peu la création de contenu. Quand je dis création de contenu, un magazine, quand je parle de contenu texte, publicité, etc. Donc déjà, le problème, il vient d'où ? Il vient du classement, du classement des priorités du journal ou du magazine. Est-ce que l'objectif est de générer du profit, quoi que ce soit la publicité qu'on va faire passer sur le magazine ou le journal, malgré peut-être qu'on a du contenu super intéressant, super crédible, tout ce que vous voulez, mais c'est la publicité qui nous fait gâcher tout. C'est vraiment une question que je me pose, et d'ailleurs c'est ce qui fait à ce qu'il y ait cet écart entre ce que les médias livrent comme message et ce que perçoit le consommateur. C'est cet écart-là qu'il faut bien étudier, parce qu'il y a beaucoup de... C'est ce qui est contraint, je pense, quelques journaux à bifurquer, à choisir une autre voie, parce que quand même... Par définition, c'est une entreprise. Elle n'est pas là pour faire de la charité. Elle est là, exactement, on n'a pas dit le contraire. Pour gagner son pain quotidien. Et qu'il y en a des médias, on peut citer un français Mediapart, par exemple, qui compte sur compte sur le lecteur, sur le seul lecteur. Encore faut-il qu'on ait un lecteur qui lise et qui daigne payer pour l'information. Tout à fait. Parce que l'information, aujourd'hui, comme on sait, elle est à gogo. Le plus difficile, c'est de trier. Mais... trouvez-moi quelqu'un qui serait prêt à payer pour avoir de l'information. Hein, oui, ça... Si tant est qu'on puisse résoudre ce problème de publicité qui déteint sur le problème de l'information. Alors là, vous me parlez d'un problème sociétal déjà. C'est un problème. Et déjà, justement pour répondre à cette question, il faut pas à ce qu'on s'arrête
uniquement sur le volet média, mais sur tout l'écosystème média, annonceurs. Si par exemple, si on n'a que des agences qui font des publicités classiques, traditionnelles, comment vous voulez à ce que ce journal ou ce magazine choisisse entre les publicités, alors qu'il déjà à la base la créativité n'est pas à la hauteur, n'est pas au rendez-vous, l'éthique n'est pas au rendez-vous, la déontologie n'est pas au rendez-vous. Alors comment vous voulez que je veux bien vous me rappeler quelque chose, parce que là vous soulevez même peut-être par allusion la responsabilité même du journal, ou bien d'un médium quelque part. Je vais citer un cas concret, un cas... je ne sais pas si on va citer le nom ou pas, mais disons l'affaire, je pense qu'elle avait déjà éclaté, par exemple, le cas de Babdarna, ce grand projet immobilier qui disons, est arrivé avec des offres importantes à ses clients qui se sont trouvés, les pauvres malheureux, avec des crédits sur le dos, et quand ils se sont rendus sur place, il n'y avait rien, et que maintenant, l'affaire est en instance, et voilà. Là, il y a une vraie question d'éthique qui se pose. C'est-à-dire, est-ce que le journal, par exemple, qui a diffusé cette information, est-ce qu'il est comptable de la chose? Parce que c'est la chose qui a été évoquée le plus par les Marocains, parce qu'on leur a ramené des visages connus de tous, qui jouissent d'une certaine célébrité, et que c'est comme si... Là, la question se posait, est-ce que ces gens-là savaient ou ne savaient pas? C'est-à-dire, où est-ce que se situe la légalité ou bien la responsabilité de chacun? C'est-à-dire, c'est toute une chaîne. On comprend que pour faire une publicité, il faut des acteurs, des acteurs ou d'autres, c'est-à-dire des gens qui sont là pour passer le message. Il faut un médium pour diffuser l'information. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut, jusqu'où peut aller la responsabilité de tout un chacun? Là, je dis ça et je ferme la parenthèse, parce que là, je me rappelle, c'est un scandale qui avait éclaté, qui a fait beaucoup de bruit dans notre société. Et là, ça nous ramène encore à nous pencher sur cette question d'éthique et de déontologie. Je pense que si on se... Tout à fait, absolument. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les médias, ils sont arrivés à ce stade où l'on va chercher quand même l'historique de la marque qu'on va faire passer sur le média, ou son vécu, ses valeurs, sa cible. Est-ce que ça va déjà avec notre positionnement, avec notre chaîne de valeurs? C'est déjà pour moi, c'est des questions basiques qu'on ne se pose pas. Et c'est des questions qu'on va laisser ouvertes pour nos auditeurs, auditrices, pour qu'ils puissent aussi contribuer, nous apporter. Et je vous laisse le mot de la fin. Alors, c'est l'émission la plus longue que je n'ai jamais faite depuis le début. Mais c'est super. avec plaisir, et je pense que si nous restons là, nous n'allons pas finir Exactement. L'un et l'autre de mettre sur table des choses qui valent par leur pour par leur contre. Mais voilà. Je vous laisse le mot de la fin pour clore sur une note à votre guise, positive, négative. Ici, ce qui nous importe, c'est la clarté. Et puis Très bien. Merci Hicham. Merci pour ce débat très enrichissant. Franchement, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi. Et, comme j'ai expliqué au début, la durée de l'émission se justifie par l'ampleur du sujet, parce que c'est un sujet qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On en parle tous les jours, malgré qu'on n'en pratique pas, malheureusement. Mais je tiens quand même à m'adresser, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des professionnels de médias, des annonceurs, des agences qui vont regarder l'émission par la suite. Il faut revoir quand même nos modèles de création qui manquent d'éthique, qui manquent de déontologie, qui manquent de responsabilité. Aujourd'hui, la finalité, c'est vraiment de responsabiliser la profession. Il faut quand même qu'on responsabilise cette profession qui joue un rôle prépondérant dans l'évolution, dans le développement économique, culturel, sociétal. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas quand même dévoiler des affirmations par rapport à ce point-là, mais tout ce que je peux dire, c'est quand même qu'il faut quand même prendre au sérieux ces enjeux d'éthique et de déontologie. Et si on est smart aujourd'hui, si on est intelligent, ça veut dire qu'il
faut commencer à en faire des vrais leviers de compétitivité et de différenciation sur le marché. Et ben voilà, je pense que ça a la mérite. Merci beaucoup. Clair. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine. On clôt sur la note de responsabilité. Ça, c'est à y réfléchir. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine avec un nouveau sujet, nouvel invité. Au revoir.